Très bien. Salam alaikum. Marhaba bikoum. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Mohamed Al-Aïchoubi, conférencier international. Je dirai dans quelques secondes un mot sur cette personnalité. Mais avant, je tiens à informer nos amis et surtout ceux qui nous regardent à travers les réseaux sociaux que le forum d'El Moujahid, aujourd'hui, pour la première fois, va animer cette conférence et suivre cette conférence à travers aussi les réseaux sociaux. Autrement dit, tous nos amis et nos contacts qui sont abonnés à la page d'El Moujahid pourront, où qu'ils se trouvent, suivre la conférence de M. Al-Aïchoubi. Je suis très content d'annoncer ce petit événement, en fait, qui est banal quand on voit ce qui se fait au niveau des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais aussi pandémie oblige sur ces visioconférences. Mais il faut bien qu'El Moujahid, journal historique, qui a un pied dans le passé, fasse aussi un premier pas dans le futur. Et donc, touche après touche, on est en train d'apporter de nouvelles choses dans ce journal que j'ai l'honneur de diriger. Donc, pour revenir à M. Mohamed Al-Aïchoubi, qui a un CV impressionnant, mais que j'ai un fort plaisir à dérouler pour vous le présenter. Il est membre de l'Académie royale d'Espagne pour les sciences économiques et financières. Il est également membre du Forum Penser l'Europe, membre du think tank World Policy Conference, membre du comité scientifique de la MS10 Barcelona International Conference. Il est enseignant à l'École nationale supérieure des sciences politiques, à l'Institut diplomatique et des relations internationales et à l'École nationale d'administration. Monsieur Mohamed Al-Aïchoubi a aussi, durant sa longue carrière, été ministre du Travail et de la Protection sociale et ministre de la Jeunesse et des Sports. Il a également été wali, ambassadeur d'Algérie, député, président de la Commission des finances et du budget à l'Assemblée nationale populaire et membre de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de l'immigration. Il a à son actif un certain nombre de réflexions et d'initiatives pour créer ce qu'on appelle une synergie ou un centre de production d'intelligence. Aujourd'hui, Mohamed Al-Aïchoubi abordera un thème à la fois complexe mais vraiment d'actualité. Quand on voit ce qui se passe dans le monde et aussi au niveau régional, ces développements et ces menaces asymétriques. La conférence aura pour thème « Territoire et société face aux crises internationales, Algérie, quelle stratégie et réponse ?» Monsieur Mohamed Al-Aïchoubi, bienvenue. C'est un plaisir et un honneur pour vous de vous accueillir. Merci à vous beaucoup. La parole. Merci beaucoup. Là, je voudrais d'abord saluer, salam alaikum, كل الحاضرين الإخوان والأخوات اللي هم موجودين, tous les amis qui sont présents. Alors nous allons tenter ensemble un exercice, y compris pour les présents ou ceux qui sont rattachés en virtuel. Nous allons tenter un exercice ensemble, en commun, une réflexion commune. Alors la première remarque pour mes amis de la presse, c'est un exercice qui est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que pour les journalistes des journaux du quotidien, ils sont sous la pression et quand vous êtes sur les questions quotidiennes, extrêmement difficile de s'adapter sur les questions de fond. On les effleure, on n'a pas le temps, on court derrière l'événement, on traite l'événement, on gère l'événement.
Et pourtant, nous sommes tous dépendants, que ce soit les indépendants, que ce soit ceux qui participent à la réflexion collective, c'est-à-dire les journalistes, les grands écrivains, les chercheurs, les enseignants, tout ce monde-là, les grandes institutions, ont besoin d'un certain niveau de réflexion. Pourquoi? Parce que ce qui guide notre progression, c'est bien sûr la pression de tous les jours, mais c'est la réflexion profonde. Comment faire les grandes analyses? Alors nous allons tenter ensemble aujourd'hui de le faire sur des questions majeures. L'avantage, c'est que c'est des questions d'actualité qu'on va traiter, qui sont celles d'hier, celles de demain. Mais on va les traiter sous un angle, non seulement analyser le passé, mais on va projeter le futur. Parce que quand on aura compris un certain nombre de mécaniques, on pourra mieux comprendre les crises telles qu'elles sont. الشيء اللي هو مقترح بالنسبة للمنهجية اللي اختارتها هو كثير من الإخوان هم تحت الضغط، بالخصوص الصحفيين تحت الضغط اليومي تاع السرعة تاع كذا ديما ينتج يوميا، وأحيانا هذا التمرين هذا النتائج باش الإنسان يكون عنده نظرة على المواضيع الهامة ما تنداش بسهولة. البحث وكذا الإنسان ما عندوش وقت. التمرين اللي نقترحه عليكم باش نشاركوا مع بعض في التفكير وفي الإنتاج الفكري هو أن نمشوا مواضيع هامة ونحاولوا نحلوها ونقراوها مع بعض. Et donc ce que je vous propose, je l'ai intitulé « Territoire et société face aux crises internationales ». Quelles sont les stratégies de réponse pour l'Algérie? Alors pourquoi j'ai choisi le territoire et société? Vous allez le voir dans le développement. Mais auparavant, je voudrais dire quelles sont la façon de réfléchir. Alors pour moi, un pays qui n'a pas d'imaginaire, qui ne se pose pas des questions sur lui-même, il est menacé dans son devenir. S'il ne se pose pas des questions comment cela avance, il est menacé. Par contre, s'il ne gère pas son réel, mais il est menacé dans son présent. Alors nous allons tenter très rapidement ensemble, parce que l'intérêt serait que je réalimente cette réflexion dans le débat. Alors, je vais l'aborder en 4 points. Le contexte actuel des crises, que ce soit le contexte politique ou que ce soit le contexte historique. Et vous allez pourquoi le poids de l'histoire va nous enseigner beaucoup de choses. Le deuxième point, c'est comprendre la mécanique des crises, c'est-à-dire les grandes recompositions géostratégiques et les compétitions exacerbées entre elles. Au début, tout ça va vous paraître, mais vous allez voir, quand on rentre dans le sujet, vous allez vous apercevoir que c'est des questions que vous voyez constamment à la télé tous les jours. Le troisième, c'est les enjeux des nouveaux mondes. Les mondes qui viennent, qu'est-ce que c'est que ces mondes-là? Où est-ce qu'on on doit se placer? Quel est le couloir? Nous sommes dans une circulation mondiale de grandes idées. Quel est le couloir qui va me faire arriver à mes objectifs? Il ne faut pas que je le rate, sinon je vais arriver à une impasse. Comment éviter les impasses? Et pour le cas de l'Algérie, quelle est l'influence que cela a à avoir sur mes stratégies économiques, budgétaires, financières, sur mes choix? C'est évident que quand le prix du pétrole augmente ou descend, ça a un impact direct sur mes choix économiques, sur mon budget, etc. C'est évident que si le coût des produits alimentaires augmente, cela a un élément direct. C'est évident que si j'ai une crise au Mali, à mes frontières en Libye, et si j'ai des relations difficiles avec mon voisin de l'Ouest, avec le Maroc, c'est évident que cela a un effet direct sur mes choix économiques, sur mes visions, et que je suis obligé de définir mes politiques de réponse. Donc la relation entre l'international et les choix nationaux est une relation étroite, directe et incontournable et nécessaire. Alors, comment on va la traiter? Très rapidement, les choix, j'ai choisi exprès, il vous dit, il faut combattre les démons du mensonge avec la lumière de la raison. Alors, quelle est la raison que nous allons tenter d'avoir? La première question, c'est quelle est l'utilité
d'une élite ou d'un individu, qu'il soit journaliste, qu'il soit ancien ministre, qu'il soit enseignant universitaire, qu'il soit... Au-delà d'être ou de ne pas être en poste, nous avons une responsabilité, c'est quand on a une capacité de produire pour son pays et pour alimenter le niveau, il faut absolument le faire. Pour ma part, je ne comprends pas que quelqu'un ait été recteur, qu'il était ministre, qu'il était wali. C'est un privilège incroyable d'arriver à ce sommet-là, dans un pays qui est jeune, et que l'individu, une fois qu'il n'est plus dans ce poste, il ne réalimente plus. Pour moi, ça n'est pas admissible. Et donc, la conviction, c'est qu'il faut constamment alimenter, constamment produire, que ce soit dans les espaces indépendants, que ce soit dans la presse, que ce soit dans le mouvement associatif, rien ne vous empêche de produire. Donc, je ne peux pas produire à l'international dans les grands think tanks et ne pas produire dans mon pays. Et donc, ça, c'est une conviction, un exercice. Deuxièmement, on l'a dit, la compréhension des événements internationaux va dicter, notre lecture du monde va dicter nos choix. Alors je vais essayer d'être rapide et on reviendra dans le débat. Vous avez remarqué que j'ai choisi... Ah, ça ne fonctionne pas ? Je pensais que ça fonctionnait. Mais je crois que là-bas, vous ne gênez pas, hein, si vous êtes à l'extrême, vous ne gênez pas. Ça va, vous avez une bonne vision? Très bien. Bon, je vous ai annoncé les 4 parties, je vous ai annoncé la méthode de comment nous allons utiliser. Bon, le père de la sociologie politique, c'est Ibn Khaldoun. Et pour lui, avancer, progresser, il faut le faire de façon scientifique, avec investigation et un très haut niveau. Deuxièmement, on a dit que les individus qui traitent ces questions, au contraire, c'est parce que vous avez une expérience et que vous avez le niveau, c'est pour ça qu'il faut mettre à disposition que vous soyez en poste ou non, bien au contraire, c'est là que vous êtes libre, indépendant et que vous pouvez alimenter le réseau de qualité de votre pays. Et le dernier élément, c'est que nos choix nationaux sont liés à notre capacité de lecture du monde. Et à dessein, j'ai choisi l'image du jeune qui se préoccupe Alors, la première question, c'est que d'abord une constante nationale, que soit la jeunesse, que soit l'élément social, la citoyenneté se réalise à l'échelon international à travers la défiance. La relation entre l'État et la société à l'échelon mondial n'est plus la même. C'est-à-dire il n'y a plus l'acceptation, c'est la défiance, et c'est comme ça que se construit la citoyenneté. Donc il faut en tenir compte pour mieux comprendre les choses. Une différence majeure, c'est quand il y a des contestations dans les grandes banlieues européennes, ou quand il y a des contestations dans des pays qui sont en développement, ce n'est pas la même chose. Les autres sont en pays d'opulence, ils maîtrisent, ils ont un PIB X, 6 fois, 7 fois, 10 fois supérieur, alors que les autres pays sont dans des économies assez fragiles et en construction. Donc l'impact n'est plus le même. Bien, mais c'est des espaces qui sont traversés par la même défiance et qui sont traversés aussi par la marginalisation, la radicalisation, par l'apparition du terrorisme. Alors, il y a un concept que j'ai proposé à l'international qui est nouveau, à mon sens qu'il faut retenir, c'est ce que l'on appelle l'effet ciseau. Pour que les gens comprennent. C'est un débat à l'échelon national qui a duré. Quand vous voyez la main de l'étranger, vous voyez avec le débat terrible qu'il y a eu. On ne peut pas progresser parce qu'à chaque fois vous nous argumentez la main de l'étranger. Mais vous n'avez rien vu. Et il faut comprendre qu'effectivement il y a les deux, ce que j'appelle moi l'effet ciseau. Pourquoi ciseau? Parce que vous avez à l'échelon interne la majorité des pays qui ont progressé, qui sont nés, qui sont neufs, ce que j'appelle les sociétés postcoloniales, il y a eu des progressions réelles. Mais le problème, c'est que souvent, il y a des contradictions nouvelles, parce que quand vous progressez, vous avez des contradictions nouvelles. On va voir, on va les étudier quand on parlera de notre pays. Mais très souvent, il n'y a pas d'implication des populations dans certains cas. Je parle d'une façon globale.
Je ne parle pas encore de l'Algérie. Je parle des pays qui ont connu des difficultés très graves, l'Irak, la Libye, le Mali et un certain nombre d'autres pays qui sont dans le Caucase, la Géorgie, etc. Et donc il n'y a pas implication des populations. La population ne s'implique pas dans la politique, on ne l'implique pas. Et du coup, la marginalisation fait que le système de gouvernance est fragile. Chaque fois qu'il y a une crise, le système est menacé. Et du coup, tout le pays est menacé. Alors, je cite la Tunisie, je cite la Libye, je cite la Syrie, la Jordanie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, l'Ukraine, la Transnistrie. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Alors, ça, c'est sur le plan interne. Sur le plan international, il y a l'ingérence. La deuxième lame du couteau, la première lame, c'est les fragilités intérieures, auxquelles vous n'échappez pas. Pourquoi? Parce que vous progressez. Mais en progressant, il y a de nouvelles questions qui se posent. On va voir. Vous avez de nouveaux logements, donc il y a des crises de logement, il y a une population qui a été multipliée par 4, et donc il faut trouver du logement, il faut trouver de l'emploi, et il y a une compétition, une concurrence, je coulisse des terrains, donc on crée une situation nouvelle, on va la voir quand on arrivera sur notre pays, cette nouvelle ces compétitions entre les groupes sociaux qui sont créés. Vous n'y échappez pas, c'est un élément de type scientifique, mais le problème c'est qu'il faut les résoudre à l'avance. Mais malinache. On revient à la question internationale, c'est clair que les grandes puissances sont obnubilées par des recompositions. On va voir comment ces recompositions, et donc ils veulent interférer, ils veulent sauvegarder leurs ressources en uranium pour alimenter leur électricité. Ils veulent garder leur accès à tels minéraux, à tels minerais, pour pouvoir conserver leur avance technologique. Ils veulent conserver les débouchés du pétrole. Ils veulent se positionner sur des places stratégiques. Et du coup, l'Afghanistan devient une question majeure, l'Irak devient une question majeure, la Libye devient une question majeure. Et ça, il faut le savoir. Est-ce que vous êtes dans la ligne du séisme ou vous ne l'êtes pas? Comment vous prémunir et comment les gens vous voient, les grandes puissances, dans leur compétition entre eux? Et alors, ils utilisent tous les éléments. Vous les connaissez, la déstabilisation, elle est structurée, on va la voir. Toute forme médiatique, culturelle, l'impact sur l'opinion, les jeunes, l'interférence dite humanitaire, le terrorisme qui est souvent manipulé, et puis des fois l'intervention militaire directe ou sous couverture légale. Ça, vous le savez, c'est une actualité de tous les jours, que ce soit sur la Libye, que ce soit ailleurs, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit les théâtres d'opération que vous connaissez. Alors, donc première conclusion ensemble que nous allons faire, c'est que le territoire, parce que les interventions c'est quoi? Ils fracturent le territoire. قال أكراد قال كاين فيه أزمة كيفاش أنا نحتل المكان لأن عندي قصد في ميدان النفط، عندي قصد في بعض الأمور اللي أنا تساعدني بالنسبة للنظام الصناعي نتاعي. قال أنا هذا المكان الجغرافي يليق نحتله ويليق يكون عندي وجود فيه. مادام يكون عندي وجود، كيفاش نصنع هذا الوجود؟ إما كنت سابقا في هذه المنطقة، لأن كثير من هذه الدول غادي نشوفوها بالنسبة للتاريخ هما المستعمرين آنذاك، تسمى يبقى في نفس المنطقة وينظم الفعالية تاعو وينظم الهيمنة نتاعو. تسمى الخلاصة نتاع كل هذا الشيء اللي تكلمنا عليه هو أن الإقليم والمجتمع شيء استراتيجي. Le territoire et la société sont des enjeux stratégiques. On va voir comment. Pourquoi? Parce qu'il vous fait éclater le tissu intérieur. Benghazi, une grosse partie de la Libye, Waqt al-Qaddafi ne s'entendait pas. Il y avait Djelloud qui était dans la gouvernance, puis après ils ne se sont pas entendus. Donc il y a des régions qui ont été marginalisées. En Irak, le pays kurde a été marginalisé. Dans certains pays, le monde rural était marginalisé. Dans d'autres, Halab ou Homs, au Mali, c'est le nord du Mali. Donc l'intégralité des pays qui ont connu les crises, comme par hasard, ont déjà des problématiques internes de fracturation des territoires. Il y a déjà quelque chose de latent qui a été utilisé.
Maintenant, l'autre élément que nous allons étudier assez rapidement, c'est que les pays qui vous font face, on en a parlé, souvenez-vous, l'effet ciseaux, il y a des problèmes internes, et on a dit, il y a des ingérences. Alors, l'ingérence, elle vient de qui? Vous allez me dire, mais c'est des pays démocratiques, justement c'est là qu'on va étudier. La personne morale que sont les États en face. Est-ce qu'il continue à être hégémonique ou est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il n'a pas changé? C'est ce qu'on va tenter très rapidement de voir, parce qu'ils ont fait soi-disant une révolution démocratique, mais en réalité, ça n'est qu'un manteau apparent. La réalité est autre chose. Pour les jeunes qui sont souvent fascinés par un certain nombre de systèmes ou d'États occidentaux, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de leurres. Et on va très rapidement, j'ai choisi deux types d'interventions. Le roi Beaulieu en 1882, qui dira la France, pour la France, la présence en Afrique est une question de vie ou de mort, ou elle est une puissance européenne majeure, ou elle est une puissance secondaire. En 1882. Gustave Le Bon disait l'humanité est entrée dans un âge de fer où le faible doit fatalement périr. Alors on est loin des discours de la démocratie, là. C'est la réalité de ceux qui font leur idéologie et leur stratège. Vous allez me dire, mais ça c'est en 1800. 2005. Finkielkraut, vous le connaissez. Quand on n'enseigne plus que l'entreprise coloniale, c'est d'apporter aux sauvages la civilisation. Ça veut dire que vous êtes toujours des sauvages. En 2005, un certain nombre de peuples. Sarkozy, président, candidat, 2 fois, à Toulon, le rêve européen, le rêve méditerranéen, il veut ressembler à Napoléon III, à Lyautey, il veut ressembler à Bugeaud, il veut ressembler. Et donc, si nous avions tous ces pays-là des stratèges, quand il est candidat à la présidence, il dit que son rêve, ça veut dire que 2 ans après, l'intervention en Libye n'était pas un hasard, on pouvait la lire 2 ans avant, pour ceux qui font de la prospective. Quand vous êtes dans l'analyse et la projection, dans la stratégie, un candidat qui dit ça et qui n'est contredit par personne, ça veut dire que le Maghreb, pour lui, est toujours une zone d'influence et qu'il peut faire une intervention armée. Alors, on va très rapidement prendre le cours de l'histoire. لأن هادو أفكار جوهرية أفكار أساسية هل غيروا ولا ما غيروش كيفاش كانوا في التاريخ إلا كان لاحظتوا كثير من الأوقات كي الناس تعمل اقتراح يقول لك يليق القطيعة تعاملوا بهذا المفهوم تعاملوا به مع لا روسي مع الاتحاد السوفيتي آنذاك نجم الإنسان يقول والله عندهم حق يليق الشباب ويليق الكذا والحقيقة سلاح. C'est une arme redoutable. Ça veut dire qu'il faut effacer le passé. Parce que si vous connaissez le passé de l'individu, vous savez si vous pouvez coopérer avec lui ou si vous devez faire attention, qui est-il? Est-ce qu'il a changé ou est-ce qu'il est le même? Vous allez monter en partenariat dans une entreprise avec quelqu'un et puis vous vous apercevez que son passé est sale, d'escroquerie, de ceci. Vous allez dire il faut faire très attention, je ne peux pas monter un grand partenariat. Et donc nous allons étudier, quand vous avez une capacité stratégique, une capacité d'analyse sur les grandes questions de fond, vous allez faire de l'investigation et savoir. Alors, Congrès de Berlin 1878, fragmentation de l'Europe, l'ancien empire ottoman, on a éclaté, on a les accords Sykes-Picot, le Moyen-Orient, on a explosé, on a séparé la Syrie, le Liban, on en a fait des petits États qui sont concurrents, compétition entre eux, c'est moi l'arbitre du terrain, etc. Alors voilà, très rapidement, regardez la réalité, c'est quoi? Regardez la cartographie, chaud. 1870, regardez en 2008 comment elle se transforme en petits États, vous la regardez. Regardez les accords Sykes-Picot, le Moyen-Orient, le Liban, la Syrie, les zones pétrolières sont partagées entre la Grande-Bretagne, entre la France, entre les grandes puissances, les couloirs, voilà donc les... Alors, que disent? Je vais à chaque fois dans les sources utiliser uniquement des sources occidentales, pour qu'on ne puisse pas dire c'est uniquement notre réflexion et qu'on est orienté. Regardez ce que dit, qui est quand même respectable, le professeur au Collège de France, Henri Laurence, il dit périodiquement le spectre d'un nouveau Sykes-Picot partage du Proche-Orient, c'est-à-dire cette réflexion ressurgit.
prétentions occidentales d'une supériorité morale fondée sur l'application de la démocratie et du libéralisme. Et elle apparaît comme une sinistre mystification. C'est peut-être la conséquence la plus néfaste des choix 1916-1920 qui reviennent régulièrement. واش يقول هذا الاختصاصي؟ يقول لك باللي افكار ما تغيرتش، نفس المنهجيه راهم يستعملوها في العلاقات الدوليه في المحيط الحالي، والناس ما غيرتش الشخصيه نتاعهم. Ils n'ont pas changé leur mentalité. Alors regardez la carte de la Palestine, comment elle a évolué, comment était la Palestine en vert, regardez ce qu'il en reste. Vous regardez ce qu'il en reste. Bien, regardez ce qu'ils ont projeté pour la Syrie. Regardez ce qu'ils ont projeté pour l'Irak. Regardez les cartes avec le djihadistan qu'ils utilisent. Ils utilisent le... Regardez, pour que vous ouvrez les yeux, regardez les canalisations de pétrole et de gaz. Pour que vous compreniez un peu mieux pourquoi ils ont voulu séparer l'Irak, etc. Regardez ce qu'ils projetaient, ce qu'ils projettent toujours pour la Libye, et qui en partie dans les faits ont commencé à se réaliser. Regardez ce qu'ils projetaient, y compris pour un pays allié, en l'occurrence l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que si vous êtes allié, vous n'êtes pas à l'abri. Regardez ce qu'ils ont projeté pour la Turquie sur le Kurdistan, alors que la Turquie est l'allié de l'OTAN. Regardez ce qu'ils projettent et leur présence en Somalie et au Yémen. Regardez en Libye. Et donc, ce qu'on peut conclure ensemble, c'est la continuité de la théorie de la domination, le cynisme et démocratie. Cynisme et démocratie. Donc un habillage, un beau costume, mais derrière la réalité et d'une autre. Et puis les zones, les hinterlands, les ressources énergétiques, les convoitises, les richesses minières. Et donc, on arrive à une deuxième phase qui est importante, que vous devez connaître. Bon, après l'effondrement du système colonial, on a senti une montée en puissance des États-Unis et des nouveaux pays qui ont créé ce que moi j'appelle un système monde. Et puis, il y a après des recompositions géostratégiques que vous allez voir. Alors, 3 aires, les USA, l'Union européenne et le Japon. Et comme par hasard, c'est d'anciennes puissances coloniales. Le nouveau système est allié avec les puissances coloniales. Le Japon, puissance impériale coloniale, les pays européens à l'époque, puissance coloniale, et puis les États-Unis, c'était 75% du PIB mondial, une architecture de puissance totale. Regardez la cartographie Tahom, leurs alliances militaires à l'échelon de la cartographie, vous pouvez la voir, et ils maîtrisent non seulement la puissance armée, mais leur présence au Conseil de sécurité. Et puis, ils maîtrisent tout, l'institutionnel, le juridique, le commercial, le diplomatique, les centres de décision, Wall Street, la City, Paris, Tokyo, les monnaies, le dollar, le yen, l'euro, et puis pour beaucoup des élites algériennes, qu'ils se réveillent, les agences de notation. Ah, l'Algérie a été notée à la 128e, elle a été notée à la 52e. Et donc les gens croient naïvement que ces notations traduisent une réalité. Parfois en partie, mais la réalité c'est une arme de guerre. Que dit Friedman? Ils vous disent, l'agence Moody's, c'est-à-dire l'agence de notation, ils vous disent les États-Unis et Moody's peuvent détruire un pays en le bombardant, c'est-à-dire les États-Unis, ou en dégradant sa note, c'est-à-dire Moody's. Donc c'est des armes. Noter quelqu'un, c'est orienter. Sahbi, تعطي أنا أحيانا في بعض اللقاءات الدولية في التدخلات نتاع البعض يقول لك والله في الدول الافريقيه الدوله الفلانيه هي مستوى عالي وعندها. انا ندهش على علمي باللي الانتاج الداخلي الخام نتاعهم راه في صعوبه، على علمي باللي التوازنات نتاعهم راهم في خطر، على بالي ونقول كيف الانسان يعمل نفس الاقتراح في السلم نتاع الدول في افريقيا، يدير هذه الدوله يديرها اعلى مستوى.
Je vais donner un exemple. Je peux donner l'exemple de la Côte d'Ivoire, du Sénégal ou du Maroc. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Le Maroc, pour ne prendre que ce pays-là voisin, hein, qui a tout notre respect, la société, etc. du Maroc. Mais quand vous êtes spécialiste, vous faites des analyses objectives qui ne sont pas orientées. Mais l'endettement Taou est à plus de 79. Il l'annonce, mais en réalité, il tourne autour de 86. Et il est en très grave difficulté. Parce qu'il dépend du tourisme et de l'agriculture pour l'essentiel. S'il y a la sécheresse, il est en grave difficulté. Et s'il y a donc en période de plein tourisme des événements politiques ou une pandémie, il est en grave difficulté. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que nous sur les questions hydrocarbures qui pouvons être en difficulté. Mais lui est endetté. Et sa marge de manœuvre est extrêmement réduite. Le capital mobilisé, notamment dans ce pays et dans d'autres, l'ancienne Afrique de l'Ouest, est un capital qui est détenu par une grosse partie de pays occidentaux, notamment la France pour le Maroc. Ça veut dire que la détention du capital, ça veut dire que les paramètres stratégiques de gestion de l'économie ne sont pas entre les mains, ou là sont aléatoires. Mais qu'est-ce que je relève? Et puis on peut donner l'emploi, on peut donner les indices de pauvreté et les indices sociaux qui sont les plus mauvais du Maghreb. Mais le même jour, dans les journaux électroniques ou dans des analyses, prenez le cas du Maroc, qui avait à l'époque, quand j'avais fait l'analyse, il avait 23 milliards de réserves de change ou un peu moins. L'Algérie avait autour de 80 à l'époque, 79. Le titre, l'Algérie 80 milliards, elle n'est pas endettée du tout. Elle a les indices de développement et les indices sociaux les meilleurs d'Afrique. Le titre, la réserve de change en Algérie s'effondre. Le titre en Algérie, la réserve de change au Maroc est spectaculaire, elle progresse de façon incroyable. Et donc cette capacité de manipulation de l'information ou du classement des pays est une arme de guerre. Et c'est la raison pour laquelle il est important d'avoir une vision, sa propre vision, ses propres analyses, ses propres think tanks, ses propres écoles de stratégie. Malinage, ce système monde que je viens de décrire s'est retrouvé en difficulté. Des catastrophes majeures du point de vue technologique, des contestations sociales, la pauvreté, la famine, faïda, le système ne fonctionne plus. Et ils en ont conscience. 3 facteurs conjugués, c'est la crise mondiale avec les contestations, c'est la limite des systèmes qui ont été construits après la Seconde Guerre mondiale, et c'est la fin des cycles fondamentaux de la planète, les catastrophes, Tchernobyl, Fukushima, marée noire, réchauffement de la planète, le vieillissement de la population, la famine, l'immigration, enfin vous connaissez tous tout ça. Et donc les populations qui à l'époque croyaient que le système occidental c'était quelque chose de magnifique sont retrouvées en difficulté. Alors, conflit entre la démocratie et la bourse et la financiarisation, on va le voir, c'est devenu des monstres qui ne sont plus sous le Parlement. La multinationale, que ce soit Microsoft, que ce soit Zuckerberg, que ce soit lui, il n'obéit pas au Parlement français ou belge ou ceci, Motorola, etc. Bien. Et donc, ils ont fait, dans la globalisation qu'ils ont entrepris, on va voir des erreurs de stratégie majeures. Quand l'État n'est plus un régulateur social. Et on va le voir dans le cas de la pandémie. Dans le cas de la pandémie, c'est une conférence que j'avais faite, ils ont totalement amenuisé, affaibli, désossé le système sanitaire. Le système sanitaire public n'était plus là. Alors on privatise au maximum, etc. Oui, mais quand il y a des pandémies,
le cabinet libéral et la clinique n'est pas responsable, elle ne traite pas le collectif, elle traite les individus qui viennent au cabinet et qui payent, elle ne traite pas la commune, elle ne traite pas la ville, elle ne traite pas le pays, ce n'est pas sa responsabilité. Et donc si votre système s'est affaibli, il ne peut plus répondre, et en plus vous le voyez quand vous étudiez les stratégies vaccinales, ils sont pratiquement dépossédés, l'industrie du vaccin ne rapportait pas suffisamement d'argent. S'il n'y avait pas eu la pandémie et des apports d'argent absolument incroyables, vous n'aurez eu ni Pfizer ni les autres. D'abord, les grosses laboratoires ne seraient pas intéressés. Et donc, contestation, limite du système, etc. L'endettement, vous le voyez dans la cartographie. L'endettement, que dit... on va prendre à chaque fois, je prends les grands spécialistes de ce monde occidental, pour aller vite, Adlet Touner, il vous dit l'économie mondiale est menacée par la dette. En fait, l'endettement représente un véritable danger pour l'Europe. Alors pour l'Europe, le danger, c'est pas que l'endettement. Le danger, c'est moins d'innovation, le danger, c'est moins de natalité. Regardez les États-Unis, plus de 29% de leur dette est détenue par la Chine. Plus de 19% est détenue par le Japon. Alors faites le rapport. C'est quasiment 50% qui est détenu par deux pays, la dette américaine. Regardez les plus de 60 ans. Dans le monde occidental, en 2050, ce que cela va être. Regardez, une aggravation totale. Et puis, le système, il faut le comprendre, sur lequel ce monde a bâti sa puissance, c'était un modèle énergétique, c'est un modèle industriel, un modèle agricole, alimentaire, des ressources. Tout cela est remis en cause. Le modèle énergétique fossile, quand le pétrole, ça ne marche plus, le modèle industriel est polluant. Il faut qu'il crée un nouveau système de puissance. Voilà. Et la réalité, c'est qu'ils se retrouvent devant des contestations sociales, devant un désenchantement, devant, etc. Et la conclusion, on a dit la citoyenneté dorénavant se réalise dans la défiance. Mais en même temps, regardez ce que dit un philosophe roumain. La civilisation débute par le mythe et finit par le doute. Alors, en même temps, il y a l'émergence de nouvelles puissances. La Chine, plus de 380%. En l'espace de 10 ans, ils ont multiplié le commerce international et leur présence dans le commerce international par 380%. La Chine, l'Inde, le Brésil, la population d'un an, c'est-à-dire واش ولدوا في سنة كي تعمل الصين والهند والبرازيل واش ولدوا في سنة هو نفس النسمة نفس la même population que l'Europe en totalité, c'est-à-dire c'est 460 millions. Ce qu'ils ont eu comme enfants en un an, ces trois pays, 460, c'est l'équivalent de l'Europe. Pour que vous voyez, projetiez la progression pour savoir si cette puissance va durer ou pas, surtout pour nos jeunes, nos élites. Où est-ce qu'on doit aller? Avec qui nous devons déterminer un partenariat? Comment nous devons faire nos gros choix? Que dit un des plus grands spécialistes mondiaux de PwC? Le centre de gravité de l'économie mondiale devrait continuer à s'éloigner des pays matures pour s'orienter vers les économies émergentes, Asie et ailleurs. En 2050, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Indonésie, le Mexique, la Russie et la Turquie détiendront approximativement 50% du PIB mondial. Alors que le G7, les grandes puissances actuelles, va tomber à 20%. Voilà les projections qui sont faites, on y reviendra. Alors la contestation vers ce système monde s'organise autour des BRICS. Les BRICS, vous les voyez en rouge, et les anciennes puissances, vous les voyez en vert. Donc manifestement, il y a une contestation de l'ancien système, on la vit actuellement. Qui sont les BRICS? Bon, est-ce qu'ils sont unis, homogènes? On en parlera, mais c'est quand même 42% de la population mondiale. C'est quand même, quand les pays de l'OTAN ne sont que 14%, c'est quand même 25% des territoires, c'est quand même 43% des réserves de change, c'est quand même 4 des puissances des 12 puissances, c'est quand même 50% dans les 10 années de la croissance mondiale. Alors, l'ordre dominant contre le nouveau monde. Ça, nous devons le comprendre pour déterminer, nous, notre vision des choses, nos budgets, nos analyses, etc. Alors, chacun, stratégie de la route de la soie. Alors, les États-Unis, comment ils pensent
quelle est leur stratégie? D'abord, ils remettent en cause la globalisation. Sous Trump, et ils continuent. قال ما خرجتش علينا. العولمة الطريقة اللي حددناها ما عندهاش مردودية بالنسبة لنا. إلى قلنا نغيروا العلاقات نتاعنا مع الشركاء، مع الاتحاد الأوروبي، مع الآخرين. احنا مولنا وهما ما كانوش يمولوا. احنا ضحينا بالعسكر تاعنا، هما ما ضحاوش. أنا إلى قلنا نعاودوا هذه العلاقة، نعاودوا ندرسوها، نعاودوا نشوفوها، نغيروها تماما. Donc et puis l'emploi. Les États-Unis investissent plus à l'étranger qu'ils n'investissent dans leur propre pays. Donc nous risquons d'avoir un système inversé. Donc ils révisent la globalisation et leurs relations. Et puis en même temps, ils doivent contenir l'émergence. En même temps, il faut faire attention à la Chine, il faut faire attention à l'Inde, il faut faire attention à la Russie, il faut faire attention au Brésil de Lula, mais si on le remplace par Bolsonaro, on a réglé un peu quelques problèmes, on va le voir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contenir. Comment contenir? En sanctionnant, en provoquant des guerres commerciales, et puis des repositionnements. Le Brésil de Lula, il est dans les BRICS. Le Brésil de Bolsonaro, il est ailleurs. La Turquie, elle est là, elle est ailleurs, les autres. Donc, si vous voulez, vous n'avez pas une cartographie figée. ما فيش خريطة مجمدة نتاع الشركاء نتاع العالم الغربي. فيه ناس اللي يتعاملوا معاهم، وكي النظام السياسي يتغير ممكن يكون فيه تغيير بالنسبة للأفكار، بالنسبة للعلاقة، بالنسبة معناتها كي الانسان ينظر للمستقبل يشوف باللي خريطه راهي تتغير ماهوش تقريبا يوميا. Donc il n'y a pas de certitude, mais cette incertitude il faut l'intégrer, et ce monde veut continuer à dominer par les technosciences et par le tout numérique. Mes amis de l'Institut militaire prospectif font une conférence à l'hôtel militaire le 30 sur la souveraineté numérique. C'est une question qu'on va pouvoir ouvrir et débattre. Mais ces pays estiment que le tout numérique va leur permettre de régénérer leur domination. Le tout numérique, c'est quoi? Le jeune qui regarde, la femme au foyer qui regarde, elle regarde YouTube. Elle regarde les réseaux sociaux. Elle regarde. Qui c'est tout ce monde-là? L'intégralité des câbles qui relient l'Europe passe par les États-Unis et sont sous maîtrise américaine. L'intégralité, les 15 premières entités dans la bourse sont américaines. C'est un monopole absolument incroyable. Alors, les autres pays, qu'est-ce qu'ils font? Les Chinois font leur plateforme autonome. Les Russes font leur plateforme autonome. Les autres, les BRICS, essayent de créer des axes et des nouveaux câbles, etc. Alors, on l'a vu, comment les BRICS, l'Iran, la Chine, la Russie, ça c'est l'axe majeur, et puis se greffent les autres. C'est faire face aux guerres économiques, aux sanctions, aux crises larvées provoquées, ouvertes. Et puis, pour certains, contre ce système monde, ce n'est pas contre les États-Unis. Eux ont conscience qu'il y a un système monde. عالم منسجم ما بين اليابان، الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأمريكي والكندا. حتى لو فيه أحيانا يكون اختلافات، وإنما بالنسبة للنظرة الاستراتيجية هي موحدة ومنسجمة. وفيه آليات نتاع الانسجام. La notation, les bourses, le G7, il y a des instruments. Tout ce qu'on vous présente, quand on vous dit la communauté internationale, c'est les centres de décision, on vient de le dire. C'est eux. Alors, les Chinois ont compris que seuls, malgré leur puissance, malgré 1 milliard et quelques, ils ne peuvent pas s'opposer à un monde, pas à un pays, c'est un système monde qui détient les réseaux financiers, qui détient les réseaux d'Internet, qui détient les réseaux de la monnaie, qui détient les réseaux bancaires, qui détient les réseaux de législation collective au Conseil de sécurité, qui détient le FMI, qui détient la Banque mondiale. Et il faut créer un nouveau monde.
pour leur faire face, d'où la route de la soie. On pourra revenir ensemble. Et puis avec Homa, les Occidentaux espèrent, surtout les Américains, avec les nouvelles données technologiques, l'informatique quantique et tout, pouvoir maîtriser l'intégralité. Donc, il y a une inversion du monde qui vient et une redistribution des cartes. Mais regardez, c'est important pour dire comment ils réfléchissent, les stratèges. Ce que dit Friedman, il dit l'objectif, c'est la désorganisation. Ce n'est pas de vaincre l'ennemi militairement et par les troupes, mais c'est de le déstabiliser. La Grande-Bretagne n'a pas occupé l'Inde, mais elle a monté les États indiens l'un contre l'autre. Et elle a mis quelques officiers pour gérer. La politique que je recommande est celle adoptée par Reagan envers l'Iran et l'Irak. Il a financé les deux côtés pour qu'ils se battent entre eux. Il a armé l'Irak, il a armé l'Iran pour qu'ils se battent entre eux. Quand c'était cynique, ce n'était certainement pas moral, mais ça a marché. Et c'est le point essentiel. Car on ne peut pas occuper toutes les grandes zones stratégiques de la planète, mais on va les déstabiliser. نحركوا لهم الشباب، نحركوا لهم المجتمع، نحركوا لهم بعض الأحيان بالخصوص إذا كان في الإقليم فيه كسر. شفنا ما بين الأكراد في بعض في العراق، شفنا في بنغازي وطرابلس في ليبيا، شفنا في المالي. عندهم طريقة، عندهم منهجية، عندهم آليات، عندهم تفكير، عندهم فلسفة، عندهم نظرة شمولية نتاع كيف يغيروا. Alors la conclusion là. Mais un élément sur lequel on va revenir quand on va parler de l'Algérie et quand on va parler des élites et qu'on va parler de la presse et de tout le monde. Ils ont estimé que leur territoire était fondamental. Les Américains, dans leur progression du pays, ils ont eu, tout le monde le sait, la guerre de sécession. Les gens croient, et c'est en partie vrai, que le Nord était contre le Sud qui était esclavagiste. Et donc c'est les questions de droits de l'homme qui ont. La réalité est tout autre. Bien sûr que c'est un paramètre, mais il n'est pas suffisant. La réalité c'est quoi? C'est que les grands stratèges de l'époque, Walter Roosevelt, n'imaginait pas un pays puissant s'il a la moitié de Taou faible. Le Sud faible et le Nord fort. Le Nord industrialisé et le Sud un système agricole archaïque. Donc ils avaient besoin d'une cohérence territoriale. Ils avaient besoin de grands équilibres territoriaux. Vous ne pouvez pas avoir une économie moderne si vous êtes à moitié faible. Donc la cohérence territoriale, ça veut dire que vous allez prendre tous les grands pays, et j'ai fait l'analyse économique de par exemple l'Allemagne, du Japon et de l'Italie, ils ont structuré leur pays. Et on va voir quand on va arriver au cas de l'Algérie et des débats qui ont lieu. C'est de grandes dépenses. C'est des dépenses ostentatoires. Les barrages, les hôpitaux, c'est plus des dépenses de faste. Il faut qu'on ait en vision la structuration du territoire. Sinon, nous sommes menacés. Et on l'a vu, chaque fois qu'il y a eu des fractures, c'est territorial et c'est au niveau des communautés régionales et locales avec lesquelles ils ont joué. Si le pays kurde, dans lequel il abrite le pétrole, ils sont marginalisés par le système politique de Saddam Hussein, ils seront les premiers à s'allier aux occupants et à ceux qui arrivent. Donc il faut avoir en tête ça quand on fait des politiques budgétaires, quand on fait des choix d'investissement et quand on fait des choix d'équipement. On va revenir sur un certain nombre de questions. Donc, alors les printemps arabes, très rapidement, d'abord il y a, on l'a dit, des questions internes, on en a parlé, fractures, marginalisation, mais pour l'essentiel, c'était des systèmes de gouvernance qui étaient basés sur la minorité. الربيع العربي كثير من هذه الدول الأغلبية نتاعهم النظام السياسي تاعهم مبني على الأقلية. Et donc quand vous faites un stratège, vous êtes un objectif, vous avez une vision, les analyses superficielles ne vous donnent rien. C'est comme vous allez voir un médecin. Le médecin, il a une capacité de diagnostic clinique, il va vous toucher, mais après, il va faire une IRM après. Donc, quand vous avez une bonne analyse, vous avez votre capacité à vous et vous avez la capacité aussi scientifique d'un système des technologies modernes. C'est les deux qui vous permettent d'approcher au maximum.
Par conséquent, quand vous voyez, très rapidement, vous faites une analyse, et que vous voyez le pays kurde marginalisé, vous voyez Halab ou Homs marginalisé, vous voyez Benghazi marginalisé, vous voyez le monde rural en Tunisie marginalisé, reçoit moins de... Vous voyez le nord du Mali. Vous dites, il y a qu'un redoua, تنوض مصيبة ولا أزمة ولا عدو أكيد غادي يبدأ بالضعف التاعي وتما il va mettre le doigt et il va appuyer. Et c'est ce qui se passe. Par conséquent, les stratégies de réponse, c'est de vérifier, de couvrir nos faiblesses, mais surtout d'avoir une vision stratégique et géostratégique. Quand vous faites une politique budgétaire, il faut être intelligent. Quand vous faites une politique tout court, il faut être intelligent. Et l'intelligence, c'est l'obligation d'avoir une vision stratégique, d'analyser et d'avoir une vision scientifique. Alors, très rapidement, de l'Algérie, on va revenir dans le débat, excusez-moi, donc, le grand débat, c'est la modernisation du territoire. Et là, le débat était parfois biaisé, ceux qui étaient pour l'investissement, ceux qui n'étaient pas. Mais en réalité, on va voir que deux pensées s'affrontent dans le débat chez nous national. Une pensée occidentale, dans les visions, et une autre pensée. Qaliaoudi, attention le déficit budgétaire, Qaliaoudi, attention le tirage, Qaliaoudi, attention ceci, et on va revenir. On va revenir, les transferts sociaux, mais quand vous évaluez, à l'époque, j'avais demandé à un journal qui m'avait sollicité, j'étais à l'étranger, en conférence, ils m'ont sollicité en urgence, quelqu'un, s'il vous plaît, si Mohamed, faites-nous une analyse de la rentrée sociale. J'ai produit un papier. La moitié a été effacée. Quand j'ai appelé, non, s'excuse, ils l'ont rétabli après sur le journal électronique. La réalité, c'était quoi? J'ai dit que quand on fait l'analyse, on met tout à plat. On met à plat les politiques sociales et on met à plat toutes les politiques dirigées vers l'entreprise, vers le capital, vers les banques, etc. Ça veut dire que s'il y a du crédit toxique, si je mets de l'argent dans tout cet espace que je perds et qui fait le triple, le quadruple, multiplié par 10 de tout ce qui est social, je me pose des questions. Il faudrait que j'ai un débat de l'efficience budgétaire. Pas الفعالية والمردودية نتاع النظرة السياسية البالية نتاعي. Ou je vais le dire avec un peu de provocation, le système social a mal fonctionné. Alors je vais dire que même s'il a mal fonctionné, il a des insuffisances, si vous évaluez l'argent que vous avez mis dans les entreprises publiques ou dans les choix de crédit pour supporter l'entreprise privée, que vous dénoncez après, puisqu'ils ont fait du montage, puisqu'il y a de l'argent qui est parti, puisqu'il y a eu de la corruption, et vous le mettez en face des logements avec lesquels vous avez abrité des populations qui étaient dans les bidonvilles, ou là, qui vous avez donné à des jeunes, même si c'est... Ah ben, j'ai le sentiment que cet argent a eu plus de rentabilité, puisque vous avez... Le débat n'est pas uniquement la subvention, on va le voir. Le débat, c'est que l'objectif de modernisation de la société et du territoire devrait être un objectif majeur. On vient de le dire du point de vue stratégique. On a eu 10 ans terribles. ذبحنا رواحنا ما الكفاء الدم سال ما بيناتنا معناتها اللي نستنتج دروس من هذا الفترة هذه حتى لو كان فيه مجرمين، حتى لو كان فيه قساوة، حتى لو فيه كان إرهاب، حتى لو أنا متفق تماما وكان ناس اللي كي يتم مانيبولي كانوا مستعملين. Mais nous devons nous mettre à l'abri. Les fractures sociales. Si nous voulons amener le pays vers la modernité, nous devons permettre à toutes les couches sociales d'avoir une vision moderne. C'est-à-dire d'avoir de l'enseignement, d'avoir de l'éducation, d'avoir de l'électricité, d'avoir... Bon, vous allez me dire, il faut être réaliste, pragmatique, à quel prix, comment? Le débat, c'est l'efficience budgétaire. الفعالية نتاع الميزانية ما هما الأموال اللي نعملها هاك كيفاش نحافظ على التوازن. Et je dis, ce qui me conforte, c'est que le président lui-même a dit, attention, nous n'abandonnons pas le social. C'est que nous en avons conscience. Maintenant, il faut le construire du point de vue stratégique. Et puis, quelle est la réalité? L'objectif, c'est quoi? Du pays.
Pour moi, si vous me posez la question, je vous dis, il faut demain avoir une autonomie, de définir ses propres stratégies, parce qu'on a de la difficulté à définir les stratégies. On a cité le cas du médecin tout à l'heure. Si vous n'avez pas d'instrument en dehors de votre intelligence personnelle et de votre raisonnement, ça ne suffit pas. L'IRM, l'échographie, on va le voir. Tout ça est fondamental pour déterminer vos stratégies budgétaires, vos stratégies économiques. Vous êtes un territoire de 2 300 000 km². Quels sont les instruments que vous avez d'observation qui vous permettent d'évaluer vos politiques financières? الأموال نتاع الشباب نعطي مثال مشروع ولا نتاع المؤسسات الصغيرة ولا في أضرار ولا في نتيندوف ولا في جانات ولا في بلاد القبائل ولا في تبسة. هل عندي آليات لتحلل تقريبا كل شهر يوميا ما هو الفعالية نتاع النظرة السياسية تاع الميزانية تاع النظرة المالية أم لا؟ Il faut que j'ai des IRM, il faut que j'ai des échographies. Est-ce que je les ai? Ça veut dire qu'il faut structurer le pays si vous voulez, avoir une vision intelligente, si vous devez progresser, si vous devez, etc. Et puis la spécificité du pays de l'Algérie, ce qui nous permet parfois, on a mieux réagi à un certain nombre de crises, c'est que dans l'inconscient de l'ensemble de la société, jeune comme ancien, on sait qu'avant 62, on a été menacé par l'ancienne puissance coloniale, puisqu'elle voulait fracturer le territoire. Elle voulait prendre le sud. Donc dans notre inconscient, cela existe. On sait que ces pays-là peuvent venir fracturer, peuvent venir vous modifier vos frontières. Ce n'est pas comme les autres pays qui ne connaissaient moins ces questions-là. Là, on connaît, à la limite, un certain nombre de puissances, on sait les lire. Et puis, la révolution a été notre ciment, parce que c'est là qu'il y a une mobilisation et de la société, et des élites, et de tous ceux qui avaient à cœur. Et donc, là aussi, ça a des enseignements incroyables. Nous connaissons l'espace international, nous connaissons l'espace éthique, les Gramsci, les Sartre, les Albert Memmi, mais on sait que c'est une minorité, les Frantz Fanon, les Henri Alleg, mais on sait que la majorité, les Sarkozy, les Bolloré, on sait, donc on a cette capacité de lecture qui nous vient déjà de la Révolution, on a pratiqué. مارسنا وزدنا المشكل الثاني الحدث اللي كان ضعفنا كثير علمنا هو la violence terroriste. Là aussi, on a vu que notre nation était menacée. Et donc, si vous voulez, ces paramètres nous aident parfois à mieux comprendre. La réalité, c'est quoi? Très rapidement, là je m'excuse, je conclus, mais il fallait être démonstratif, parce que comme je l'ai dit, je félicite totalement le journal El Moujahid, je félicite Madame Larbi, et je félicite les grands visionnaires. Il faut qu'on ait une capacité de lecture des grandes questions de fond. Parce que raisonner rapide, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Raisonner pragmatique, c'est bien, ça suffit. Mais quand vous allez chez le médecin, il fait une radio pour voir s'il y a des graves fractures. Le clinique ne lui donne pas. Ça veut dire que de temps en temps, nous devons radiographier notre devenir, si on veut être plus intelligent, si on veut se lancer vers l'avenir, etc. La réalité, c'est quoi? C'est qu'on est en train de reconquérir notre pays, notre territoire. 130 ans, on a eu un corps gelé. ترقد ممكن دقيقتين دقيقين تسمحوا لي على التعبير الساهل. Vous avez, quand vous vous levez, ينمل الدراع تاعك ينمل. هذه احيانا 10 دقائق. إذا كان قرن 30 سنة après ça devient très difficile. Donc nous sommes dans cette action de reconquête et vous allez voir que c'est pas par hasard. On a créé 4 sociétés depuis 1962. On a élargi des endroits terribles. La Gherdaya, la vallée du Mzab, elle est étroite. Puis après, il y a eu des compétitions foncières. Ceux qui investissent créent des cliniques, créent des entreprises, créent des ceci. Et donc, vous allez trouver des groupes sociaux en compétition sur le territoire, le foncier. Est-ce qu'on a projeté l'articulation ? Est-ce que l'État était suffisamment intelligent? Est-ce qu'il a créé des instruments pour projeter? Vous prenez le plateau de Smehli à Constantine, etc. Vous prenez Alger. Et ce n'est pas par hasard qu'on a eu des manifestations assez importantes dans ces endroits-là. Donc, ce que j'appelle les compromis
On l'a dit, on a créé 4 sociétés. Il faudrait que cette notion de compromis avec intelligence se fait. Est-ce que l'État est présent intelligemment dans les lieux de compromis? Quel est le lieu de compromis, par exemple? Dans le territoire, c'est la commune. C'est le seul endroit où il y a une cogestion entre la société et l'État. Le seul, il n'y en a pas d'autre. On vient vers des élections locales, on vient vers des élections régionales, et c'est l'élément majeur. Ça veut dire que j'ai besoin d'une représentativité crédible, intelligente, dynamique, pas d'un sous-fifre, d'un annexe. J'ai besoin d'un corps. Pourquoi? Si demain nous avons une crise, c'est l'ensemble du corps qui doit réagir. L'État, les institutions, c'est ce qui a été fait. C'est excellent. Nous devons structurer cela. Nous devons structurer cela, nous devons organiser. Par conséquent, je l'ai dit tout à l'heure, les grands pays, c'est un territoire cohérent. C'est une modernisation, c'est une structuration. Et puis, votre territoire, la dimension sécuritaire, regardez, c'est le citoyen. Le premier qui constate un risque aux frontières et qui peut collaborer avec la défense, c'est celui-là. Alors, la maxime, c'est que l'État, il a besoin, une nécessité forte, d'une citoyenneté forte, garante d'une stabilité, d'une adhésion, etc. Alors que le citoyen nécessite un État fort. C'est ce rapport qui permet d'avancer. Alors, à mon sens, il faut une nouvelle vision. Je devine, j'ai été long, je vais rapidement, parce que j'avais besoin vraiment que les gens adhèrent et comprennent. C'est un élément démonstratif et c'est un sujet de recherche. Je veux dire, ce n'est pas des éléments pris sur Internet. Donc on a besoin des politiques urbaines intelligentes. On a besoin de structurer l'action de l'État, qui ait des instruments, qui ait des visions. On a besoin d'analyse. On a besoin pas de statistiques, mais pas uniquement. On a besoin de créer. Vous allez dans un certain nombre de pays, vous voulez travailler sur le commerce international, vous avez trouvé des analyses. Donc vous pouvez greffer. On a besoin de créer cette analyse économique qui permette après de prendre des décisions. Alors, très rapidement, 2 ou 3 questions majeures sur lesquelles Qu'est-ce que vous remarquez dans nos graves faiblesses? Parce que j'ai fait exprès l'investissement classique, étranger, par le régime de croissance, le mimétisme, les élites, une partie qui viennent copier l'Occident, le FMI en déphasage, comme si on était la grande puissance industrielle. Nous sommes une puissance en devenir. Ça, c'est une certitude. Mais nous avons besoin de nous regarder intelligemment avec audace. Je ne vais pas parler comme si j'étais l'Allemagne avec un tissu industriel fort, un système urbain stabilisé, des couches sociales stabilisées et un édifice vif. Et je dis, allez, nouveau régime de croissance. J'ai entendu ce concept-là il y a quelques années. Il veut dire quoi? Quand vous regardez, on fait maintenant l'analyse critique des entreprises qui font du montage, l'autre qui captent l'argent pour le transformer, l'autre on zidlou des facilités fiscales, on zidlou tad'im et des subventions, on zidlou des crédits bonifiés, on zidlou. Donc je verse dans un seau troué. Alors j'ai besoin de voir plus intelligemment. Alors, et je remarque un certain nombre de choses. Regardez la répartition spatiale des entreprises algériennes. Regardez, au nord, sur 959 000, à peu près 1 million, 89,1% sont le tertiaire dans les services, seulement 10% dans l'industrie, même si ça change un petit peu positivement d'ailleurs. Mais 66% dans le nord, 8% dans le sud. Ça veut dire que la question majeure, c'est d'étendre le tissu économique d'entreprise dans tout le territoire. C'est une question majeure. Comment des jeunes, des ingénieurs, comment je dois l'aider par des politiques de crédit adaptées, par des politiques fiscales, pour que je puisse avoir un tissu économique plus adapté. Pourquoi? C'est majeur, je viens de l'expliquer. J'ai besoin d'une stabilité, j'ai besoin d'une vision intelligente, y compris dans nos frontières, dans le Grand Sud. J'ai besoin de générer de l'emploi, j'ai besoin de générer un tissu, j'ai besoin de créer la richesse partout dans le territoire. C'est une question stratégique. Et dans le Nord, regardez, c'est quasiment Katouilaya, c'est Alger, c'est Oran, c'est Sétif, c'est Tizi Ouzou, et qui englobe plus de 35% du Nord. Mais c'est énorme. 4 wilayas.
Et donc il y a quelque chose qui ne va pas. L'emploi, la qualification. J'ai, c'est vrai, des problèmes d'emploi, mais j'ai gravement des problèmes de qualification. J'ai mis un investissement incroyable dans les barrages, dans l'autoroute, et les gens vous disent, moi, je peux recruter que des chauffeurs, des petits emplois, les grandes qualifications. Donc j'ai besoin de me poser cette question. Et ce n'est pas les CFPA qui vont me résoudre. Ça veut dire que j'ai besoin, chaque fois que j'initie un grand projet, d'avoir un volet qualification. Pourquoi? Parce que l'entreprise qui vient, elle a des bancs d'essai, elle a la haute technologie, elle peut me former des individus. J'ai besoin de calibrer, configurer des politiques. J'ai besoin d'une économie urbaine restructurée. J'ai besoin, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai des déséquilibres urbains terribles qui causent d'ailleurs de graves problèmes. J'ai besoin de structurer l'intelligence des lycées d'excellence, etc. La question de la subvention, rapidement, sur laquelle on va revenir. Attention, la subvention, c'est pour les couches défavorisées, c'est vrai, mais il ne faut pas biaiser le débat, il faut restituer l'entièreté du débat. Pour les couches moyennes, c'est un complément de revenus. Nous avons un système qui était certes insuffisant, qui était populiste, c'est une réalité. Mais vous n'enlevez pas un pilier d'une architecture, sinon elle va s'effondrer en totalité. Vous appréhendez le système et si vous devez changer, vous devez changer l'ensemble du système progressivement en évitant qu'il ne s'effondre pas. Ça veut dire qu'on a besoin de voir le système dans sa globalité. Tout à l'heure, je vous ai évoqué les crédits toxiques, je vous ai évoqué les ceci, donc il faut. Et puis surtout, alors vous allez mettre le doigt dans l'engrenage, vous avez l'écrasement de la couche moyenne. La couche moyenne, pour réussir votre développement, votre vision, c'est la couche moyenne. C'est tout le monde, les créateurs de JSS, mais la couche moyenne, elle aussi, elle a une question. Si vous faites un écrasement de salaire, alors l'électricité, ça va être progressif, c'est la couche moyenne. L'eau va être progressive, c'est la couche moyenne. Le salaire va être gelé, c'est la couche moyenne. Donc il faut faire très attention. On a besoin de débats intelligents, de très haut niveau pour... Et donc, une fois que vous ouvrez, ok, réalité des prix, réalité des salaires. Réalité des salaires. Vous dites à une entreprise d'augmenter le salaire. Le coût, efficacité de l'entreprise. Donc moi, j'ai 3000, il y a 1000 qui sont en plus, je vais les foutre à la porte. Et compression des effectifs, etc., etc. Donc c'est tout un engrenage. Nous avons besoin d'une vision, d'une architecture moderne. Et surtout, on doit modifier, aider les nouveaux comportements socioculturels plus audacieux. Le passé Tana, on doit se le réapproprier, mais on doit être ceux qui viennent créer, comme nos aînés en Andalousie et autres, ils ont créé de nouvelles sociétés. Nous aussi, on va créer de nouvelles sociétés, donc se réapproprier la culture. Excusez-moi d'avoir été long, mais il fallait que je cadre le débat. La prochaine fois, je serai plus court. Merci. Merci, M. Echeboué, pour votre intervention et pour les outils de réflexion que vous nous avez fournis à travers votre exposé. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Par contre, moi, je voudrais juste vous poser une question, c'est de savoir quelle est notre place au regard de la reconfiguration géostratégique actuelle. Et est-ce que, par exemple, on parle beaucoup de la Chine, est-ce que la Chine constituerait vraiment un danger pour l'Afrique? Alors, est-ce que vous voulez que je réponde aux questions au fur et à mesure ou je regroupe? Je peux répondre aux questions au fur et à mesure, ça peut être intéressant. Alors, ça c'est un débat fondamental, géopolitique et autres. D'abord, sur les grands débats politiques ou géopolitiques, il n'y a pas, si vous voulez, une position rectiligne. C'est des questions complexes. Donc il faut les entrevoir dans toute leur complexité. Alors, en l'occurrence, il faut faire des éléments comparatifs. Les Occidentaux, dans leur argumentaire, ils disent c'est une puissance qui vient, qui est hégémonique, elle endette, elle coince avec l'endettement, elle ceci, elle cela. Alors, en tant qu'analyste, qu'est-ce que je relève? Je relève que la France, après la pandémie, a atteint un niveau d'endettement de 117%. Que les États-Unis, l'arme de l'endettement, et en prenant l'argent d'épargne mondiale, est une arme absolue à leur avantage. Donc le débat de l'endettement, il est aussi biaisé. C'est un peu étonnant que des pays pas de l'endettement quand eux-mêmes utilisent l'endettement. Ça veut dire que l'endettement peut ou pas,
tout dépend de la façon intelligente dans laquelle il est étudié. Encore que j'estime, moi, pour l'Occident, que l'endettement est un danger réel, comme l'a dit Turner, le vice-président de la Banque britannique. Donc, hadi wahda. Deuxièmement, parce que là, il faut être dans le réel. Vous allez comparer la présence actuelle, par exemple, de la Chine dans les pays africains et la présence de grandes puissances. On va prendre la France. Je n'ai pas besoin de vous faire un schéma au Mali, en Afrique centrale, au Niger, dans toute l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire. La France était présente avant les indépendances sur un siècle et quelques, et après l'indépendance, on va dire 70 ans. C'est les pays les plus pauvres de la planète. C'est des pays, la famine, c'est des pays, les ceci, etc. Et vous allez vérifier la présence du capital, on l'a analysé la dernière fois sur un grand think tank, etc. J'ai dit, faites attention, il faut analyser les acteurs institutionnels et les acteurs non institutionnels. Le comportement du capital, par exemple Bolloré en Côte d'Ivoire, par exemple Bouygues et tout au Maroc, par exemple Bolloré maintenant, il est un des acteurs majeurs de la réélection. C'est lui CNews, c'est lui Paris Match, c'est lui Europe 1, c'est lui. Et c'est lui qui sort du chapeau le fameux lièvre que vous connaissez. Et donc si vous faites l'analyse du capital et vous faites l'analyse de la présence de ces grandes puissances, je ne vois pas de révolution économique grâce aux IDE d'un certain nombre de pays au Maghreb ou en Afrique de l'Ouest et dans cette région. Je les vois en Asie, en Corée du Sud, etc. Ça, je les vois. Mais ici, je ne les vois pas. Par contre, je vois, et j'ai analysé la Chine, le pont, la route, le barrage, former des chercheurs. Ils ont un programme que j'ai étudié. Je les connais très bien, les grands responsables de la route de la soie. On se rencontre régulièrement, on fait des analyses critiques. Dans tous les cas, un pays doit prémunir son autonomie. Dans tous les cas, quand il rentre en partenariat, il doit gérer ses intérêts. Alors, un, il ne se départit pas des politiques de prudence, mais deux, il est utile qu'il analyse et qu'il diagnostique quels sont les partenaires. Si le partenaire a un long passé d'hégémonisme, s'il continue à avoir les mêmes réflexions, si dans ses politiques de coopération et de partenariat, il produit. Si. Alors, il n'y a pas de partenaire parfait. Le partenaire parfait, c'est vous-même vis-à-vis de vous-même. C'est votre population, c'est votre élite, c'est votre créateur de richesse. Ça, c'est le partenaire parfait. Mais le partenaire international, c'est celui avec qui vous allez déterminer un partenariat en ayant une vision de vos intérêts. Par contre, il est évident que vous ne pouvez pas classer tout le monde sur le même angle, sinon vous allez faire des erreurs géostratégiques majeures. Il y a un monde, tant qu'il ne s'est pas départi d'une politique hégémonique, et la politique hégémonique, ce n'est pas de la philosophie. C'est telle caution durant la période où l'Algérie était ceci, les cautions bancaires, ça triple, ça quadruple, etc. Un gars qui bossait à KPMG, qui voulait se faire muté en Algérie, ils lui ont refusé parce qu'il était en famille. Quand je lui ai posé la question, Kali, tu sais, je gagne 10 fois plus quand je viens dans ces pays-là durant cette période. Kali et beaucoup de cadres font exprès de continuer à aggraver parce que leur revenu est multiplié par 10. Ça veut dire que non seulement la crise est là, parfois elle est alimentée, mais elle génère de l'argent pour un certain nombre de ces pays-là. Donc vous devez tirer toutes les conclusions. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un monde ancien dont on connaît le diagnostic. Ça ne veut pas dire qu'il est tous mauvais. Vous allez prendre l'évolution positive d'un certain nombre de pays. L'Allemagne, même si elle a un espace occidental, elle n'est pas militarisée à fond. Elle a une autre vision de la coopération. Les pays scandinaves, attention, ce que je dis, il ne faut pas le voir de façon radicale.
vous avez comme par hasard les économies les plus saines en Europe, l'Autriche, le Luxembourg, l'Allemagne, les pays scandinaves, sont des pays qui sont moins militarisés. Et vous avez ceux qui estiment que l'économie doit s'accompagner du coup de poing militaire, ils sont en difficulté. Voilà l'analyse. Oui, oui, bien sûr, je parle des BRICS. Une autre méthode de coopération. Absolument. Le Brésil en Amérique latine, donc il y a comme le Venezuela, donc il a cherché l'appui d'abord dans le voisinage immédiat, dans le Brésil et autres pays. Et ailleurs la Russie qui fait aussi un peu les choses en douce, mais en tout cas ils veulent aussi imposer leur façon de voir la coopération internationale, notamment dans le domaine économique, dans tout ce qui est à venir. Donc voilà, il n'y a pas que la Chine. La Chine, certes, a une influence importante, notamment en Afrique, mais il y a aussi la Russie qui fait le jeu, il y a aussi le Brésil, il y a aussi l'Afrique du Sud. Hein. Nous avons toujours trouvé du soutien auprès de ses partenaires. Absolument. Alors la question qui m'était posée était la Chine, donc j'étais bien obligé de répondre. Par contre, vous avez relevé que dans mon intervention, j'ai dit que l'opposition était structurée autour des BRICS et que les BRICS, vous avez relevé que les axes sont des éléments majeurs. Et j'ai dit qu'à l'intérieur des BRICS, parce qu'il faut avoir une vision du réel et une vision prospective, il faut réagir en stratège. C'est fluctuant. Je trouve la Turquie dans le coin occidental et en même temps elle a des réserves parce qu'elle sait qu'elle s'est retrouvée en état de coup d'État et elle a des doutes sur les acteurs réels du coup d'État. C'est peut-être même mes alliés qui ont essayé de me créer des difficultés et qui ont essayé de me créer une frontière qu'ils modifient en créant un État kurde. Cela veut dire, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure et vous le savez très bien, que les questions complexes sont des questions qui ne sont jamais rectilignes. Vous trouvez une chose et son contraire, ils sont dans le même camp occidental. Vous prenez la compétition entre certains pays stratégiques à l'intérieur de cette région, ils sont dans le même espace. Sur le plan stratégique, ils marchent ensemble. Mais ils ne sont pas toujours d'accord, les Américains et les Français, etc., etc. Donc ce que je veux dire, comme vous venez de le relancer, et vous avez totalement raison, c'est que c'est des espaces qui changent. Changeant, qui évolue. Vous avez le Brésil de Lula est une chose, le Brésil de Bolsonaro, je me trompe toujours, oui, est différent. Par contre, Lula est bien placé pour revenir. Et donc, l'un était un acteur principal des BRICS, l'autre a tout fait pour tenter de détruire. Il y avait un réseau Internet qui commençait à être monté entre l'Afrique et le Brésil sous Lula. Comment est-ce qu'il est géré? Je veux dire, c'est des questions concrètes, c'est pas de la philosophie. Il faut faire attention. Les questions stratégiques sont des questions qui se payent dans le drame. Quand vous prenez la gouvernance de l'Irak, l'Irak a perdu 50 ans aussi à cause de sa gouvernance. Il faut être intelligent, il faut être rusé, il faut savoir comment gérer, donc c'est pas facile. Oui, monsieur, mais il y a un aspect aussi d'émotion, solidarité. Donc dans cette dynamique des BRICS, je crois que les solidarités, même si elles sont parfois tébies, mais on a l'impression qu'il y a quand même un corps solidaire, hein, de plus en plus qui veut s'imposer d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Alors, je suis d'accord avec vous, mais je vais faire un dessin, si vous le permettez, de façon pédagogique. Tarf, quand on est analyste politique, ou qu'on est stratège, ou qu'on est dans la gouvernance, c'est bien d'avoir de l'émotion, ça veut dire que vous êtes honnête si vous avez de l'émotion, mais il ne faut surtout pas gérer ces espaces avec l'émotion. C'est des pays, objectivement, qui sont réunis parce qu'ils ont subi. 1. Ils ont une vision différente. 2. Et troisièmement, ils estiment qu'ils ne sont pas dans le cœur du système. On a dit le cœur du système, États-Unis, Canada, Europe, Japon. C'est les satellites, même à l'intérieur de l'Europe. Ils voient avec eux les questions fondamentales. Même les Français estiment que parfois ils sont largués dans la grande décision parce qu'à l'intérieur du système, il y a un noyau dur qui s'appelle États-Unis, Angleterre, Israël. Donc vous voyez, c'est des questions fluctuantes et il faut les analyser en tant que telles. Ça veut dire qu'il y a une conjonction d'intérêts. L'Afrique du Sud, quand elle se projette, le Brésil
quand il a une gouvernance réelle de haut niveau, pas quand on lui a imposé, comme on a tenté de le faire au Venezuela, comme on tente de manipuler des élections, de manipuler toutes les élections en Amérique latine. L'historique des interventions, des manipulations en Amérique latine, vous êtes des journalistes, donc vous êtes des professionnels, vous pouvez la faire. C'est pas moi qui vais vous l'enseigner, mais vous la connaissez. L'historique des manipulations en Afrique, vous connaissez. Donc on a expliqué tout à l'heure cette capacité. Cela veut dire que les espaces sont fluctuants. Et vous devez vous réadapter. Vous avez des lignes stratégiques majeures, et si vous faites que du pragmatisme, vous allez au mur. Mais si vous n'êtes pas pragmatique, vous allez au mur. Ça veut dire qu'il faut avoir une vision stratégique, mais en même temps avoir une souplesse et le réalisme politique. Ça veut dire que vous devez avoir un partenaire, mais en même temps voir. La Chine veut créer un nouveau monde, elle veut le structurer. En partie, même si eux disent non, mais les Occidentaux, les Américains ont une vision. Si je dois dominer le monde, j'ai besoin de partenaires. Mon partenaire va être ceux qui ont l'habitude de dominer. Ils ont déjà la réflexion, ils ont déjà l'armée, donc le Japon qui est mon vaincu, qui est mon ennemi, je le transforme en mon ami. L'Europe qui a été vaincue par les guerres, les vrais vainqueurs, c'est les pays qui ont émergé du lendemain. Le séisme des guerres coloniales est plus important que les guerres mondiales. Mais on a fait des 2 guerres mondiales l'événement majeur du siècle. C'est pas vrai. C'est les 142 pays qui sont venus, c'est le séisme. 2 tiers de la planète ont changé. Et on arrive à nous faire croire que les 2 guerres mondiales sont les éléments majeurs géopolitiques. Non, les éléments majeurs géopolitiques, c'est ces pays qui ont émergé. On vous dit le non-alignement, quels sont les acteurs, les nouveaux acteurs? La Chine, qui entretenait des relations importantes et très vives avec le non-alignement. C'est l'Inde, pays non-aligné. C'est l'Afrique du Sud qui était par la pensée. Tous les acteurs du non-alignement sont les acteurs du renouveau et du nouveau monde. Et paradoxalement, le concept de non-alignement a tellement évolué qu'un certain nombre de grandes puissances l'utilisent. J'ai écouté des responsables militaires français sur l'affaire des sous-marins, disent maintenant l'Europe doit avoir une sorte de non-alignement. Si l'évolution géopolitique avec les Américains va se faire à son détriment, et puis les Américains obnubilés par l'Asie, ils vont lâcher l'Europe, il faudrait que l'Europe se positionne en étant médiateur à l'échelon du monde. Vous voyez que là où on a méprisé les non-alignés, vieux trucs, vieux réflexes, et ils ont une capacité de diabolisation. Quand c'est leur adversaire, leur ennemi, il devient moins que rien, tous les jours, tous les matins. Quand on parle d'un pays, comment vous reconnaissez l'ennemi? Il ne cite pas le pays, il cite la personnalité. C'est Poutine, c'est l'Achor, il ne cite, c'est pas la Russie, c'est Poutine. Pourquoi Poutine? On peut critiquer une personne. Voilà, c'est plus difficile un pays, parce que les arts, la littérature, le pays, c'est Dostoïevski, c'est Tolstoï. Alors qu'est-ce qu'on fait? Absolument, vous l'avez très bien compris. Tous ces pays-là, on prend une personne. تحزم ما تحزمش طلع ما طلعش عمل ما عملش يليق الانسان المحلل وبالخصوص راني نتكلم مع ناس اللي عندهم الله يبارك تجربه وعندهم تكوين وعندهم ويمارسوا هذا الميدان ماهوش غير الميدان جيوسياسي من الميدان السياسي باش يعرف باش يكون عنده قراءه صحيحه نتاع التحاليل نتاع الاخرين فيهم يليق لي نعرف نقرا الخلفيات جو سوي ميدسان il faut que la fracture cachée il faut que la maladie cachée je la tire sinon je suis pas un bon médecin. C'est un rhume, alors que c'est un Covid. C'est rien, c'est une fièvre qui passe, alors que c'est une qui risque de devenir une péritonite. Et donc, quand vous devez avoir une capacité d'analyse stratégique majeure. Si vous permettez toujours, je pose deux questions après. Allez-y, allez-y, allez-y. Donc, on a vu que l'histoire universelle s'y jouait grosso modo entre l'Est, l'Orient et l'Occident. N'est-ce pas? Maintenant, il y a un acteur qui vient de l'Orient, c'est la Chine, qui veut s'imposer, qui est en train de grignoter des parts de marché, ne serait-ce que sur le plan économique, un peu partout dans le monde, notamment en Afrique. Moi, je me pose la question, est-ce que la bande sahélo-sahélienne ne risque pas de devenir un terrain de conflit majeur dans l'avenir, donc entre Occident et Chine notamment?
La deuxième question, vous avez parlé de développement local, donc au plan national, mais aussi, M. Laïchoui, que les Algériens, ils veulent s'impliquer dans le développement de leur pays. On a besoin d'un État fort, certes, n'est-ce pas? Mais les Algériens ont compris une chose, notamment les jeunes, ils veulent s'impliquer. Mais où est-ce que se situe le problème? Moi, je me dis, peut-être, c'est l'éducation et c'est la formation. Donc, il faut miser et mettre le paquet sur la formation et l'éducation, ne serait-ce que pour sauver les générations futures. Voilà. Alors, sur la première question, qui en réalité, il y a deux aspects. Il y a un élément, je fais exprès d'ouvrir un concept que nous devons clarifier. Inconsciemment, on utilise la réflexion occidentale dans nos analyses. Inconsciemment. On n'est nourri que dans ça. Et le gros problème, notamment en Algérie pour nos élites, on est monolingue dans notre relation avec l'étranger. On a لغة واحدة هي الفرنسية. ما كانش كثير من الناس اللي يتعاملوا بالانجليزيه ولا يتعاملوا بلغات اخرى. كي الانسان يعمل بحث يمشي يتبع، كي الانسان يحب يعرف الاحداث على المستوى الدولي يمشي للتلفزه الفرنسيه، كي يحب يعرف يعمل تحاليل يمشي لا 5 يمشي لكذا. Alors inconsciemment on est alimenté et on est formaté, même si on est de haut niveau comme le sont les journalistes, mais quand même. Pourquoi je dis ça? Ça, c'est d'une façon majeure. Mais sur un petit aspect, l'histoire, c'est l'Asie, l'Occident. Ça, c'est sur les 3 derniers siècles. 2-3 derniers siècles avant, les grands empires, notamment l'empire arabo-berbéro-islamique de l'époque, c'était quand même l'espace méditerranéen occidental, et l'espace, c'est le tampon entre, quand l'Asie, la Chine a perdu de sa capacité, c'est cet espace qui a repris. Les États-Unis, l'Amérique n'existaient pas. Donc quand vous projetez l'analyse de l'univers, il faut remonter, parce que inconsciemment, ils sont dominants depuis 4 siècles. Vous êtes restés 8 dans le sud de l'Europe. 4 ? Voilà. Pour ne donner que cet élément. Donc, il faut introduire. Ceci étant, votre question, évidemment, est pertinente et extrêmement intéressante. Le Sahel, est-ce qu'il risque de devenir? Il ne risque pas. Il l'est déjà. Le Sahel est un point chaud stratégique. Le Sahel, tout comme le Sahel a une double vocation. Vous avez des vocations de pays qui sont stratégiques parce qu'ils sont des zones de passage. Le détroit de Bab el-Mandeb, donc vous avez des pays qui sont dans des zones géostratégiques majeures. Et vous avez des pays qui ont des richesses minérales, qui ont des richesses hydrocarbures, qui ont des richesses incroyables. Et vous avez ceux qui ont les deux. Le Sahel et l'Algérie, ils ont les deux. Ils ont une richesse absolument incroyable et ils sont situés dans une zone stratégique entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et du coup, ça en fait d'eux un espace géostratégique majeur où il faut être présent. L'Afrique, c'est 2,3 milliards de personnes en 2050, quand l'Europe va stagner à 400 millions. 400 millions. La région de Tana, le Grand Sahel, et la région de Tana, avec le Grand Sahel, fera 1,2 milliard. Ils vont stagner à 400 millions. En ce moment, la couche moyenne africaine, c'est 300 millions. Demain, imaginez, c'est combien? Réel en termes de marché. Vous prenez le Sahara occidental. Vous croyez que c'est une question philosophique? Non. Il y a un pays qui estime qu'il va avoir une continuité territoriale sur sa zone d'influence. Devinez qui c'est, bien sûr. Ce n'est pas qu'une question algéro-marocaine, le Sahara occidental. C'est une question géostratégique que nous évoquons. L'Algérie ne veut pas que la mentalité de domination, d'hégémonisme se structure dans son territoire. Elle a payé très cher. Nous voulons un autre espace d'idées. Nous voulons construire un monde différent. Le monde de Cabranat, نتاعهم تاع الكابران فرنسا هذه ما يساعدناش حنا ما يساعدناش. Nous voulons une vision de partenariat différente. Or, pour maîtriser l'Afrique occidentale et maîtriser le commerce
sur la zone en eau profonde de Tanger, sur les nouvelles autoroutes qu'ils veulent mettre en place, sur les grands, le commerce actuel et demain, il sera incroyable, le commerce entre l'Europe et l'Afrique, 2,3 milliards de personnes. Vous imaginez les enjeux? Alors les porte-conteneurs et tout. Par où ils vont passer? L'Algérie, c'est le pays hostile. La Libye, il y a trop de concurrents. Ma zone à moi, c'est le Maroc, mais il faut que je passe par le Sahara occidental. Or, le Sahara occidental, c'est pas réglé. J'ai une épine là, donc il faut que je le règle. Et c'est pas par hasard que ce pays, constamment, Conseil de sécurité, met le veto constamment. Donc le problème, par exemple, de notre région, nous avons besoin d'avoir une vision de notre prospective un peu commune, tous les peuples et toutes les gouvernances du Maghreb. Il faut qu'on choisisse où on a besoin de construire nos autonomies avec un nouveau monde. Bon, on va être réaliste, on n'a pas tous le même poids, mais on peut construire notre poids futur. Il faut commencer dès maintenant. Je parle des pays du Maghreb. Moi, j'ai pas envie d'être caporal dans une armée impériale ou coloniale ou post-coloniale. Les élites algériennes prétendent à être des officiers supérieurs en termes de rôle du pays, j'entends, vous avez compris la métaphore, l'image. Donc prenez ce dossier-là. Et sur le dossier du Sahel et les enjeux en Afrique, c'est la même chose. La dernière fois, je l'ai dit, il y a quand même des indicateurs. 67 coups d'État en Afrique, 61 dans des zones d'ancienne période coloniale française, et plus de 60% d'anciens légionnaires français. Donc la manipulation, la main de l'étranger, ce n'est pas une fiction, c'est un élément géostratégique majeur, géopolitique. Mais cela n'empêche pas que si vous voulez être un grand pays, il faudrait, comme vous l'avez dit, et j'enchaîne sur la deuxième question, que votre jeunesse, que votre société devienne un acteur politique majeur. Et pour ça, il faut structurer, il faut organiser. La citoyenneté, on l'a dit, excusez-moi, Regardez. La commune TAC, il faut que ce soit une vraie commune. Le maire, il faut que ce soit un vrai maire. Que ses capacités, son autonomie financière soient là. Vous avez besoin de représentants. انت كيفاش تجي انت ممكن اداري ولو مخلص اكيد انا كنت في الاداره تخرجت من الاداره كاين مستويات الله يبارك بصح ما تطلبش من اداري جاي من مكان ما بكل احترام وكل محبه باش يفكر في باب الوادي ينجم يساعد بالنسبه للنظره التقنيه ملي يقل الممثل تاع باب الوادي يكون هنا موجود ولاد باب الواد ولاد سعيده ولاد معسكر ولاد تيزي وزو ولاد الاربناتيرات ولاد تبسه ولاد عندهم تصور نتاع البلديه نتاعهم نتاع الحي نتاعهم كيف انت ممكن تحمس تجند انت المجتمع نتاعك كي يكون شارك. Il faut qu'il soit un partenaire. Donc vous devez structurer, organiser ça sur le plan de la gouvernance et sur le plan politique. On est d'accord? Mais en même temps, vous avez besoin... vous savez, je vais vous donner un tout petit élément, excusez-moi, qui est d'apparence technique, mais qui est... La question urbaine est une question majeure. Que ce soit l'économie urbaine ou les politiques urbaines. Nous avons créé 4 sociétés. C'est-à-dire que nous étions 9,5 millions, nous sommes 44 millions. Nous avons évolué, nous étions 19% en monde urbain, et nous sommes maintenant pratiquement pas loin des 60. Totalement changé, totalement évolué. Et donc, je suis dans un nouveau lotissement. Quand je dis je parle de nous, tous dans l'ensemble. كاين إنسان جاي من خنشلة، كاين إنسان جاي من مغنية، كاين إنسان ورانا غادي نخلقوا مجتمع جديد لأن فيه علاقات جديدة فيه. وراه المكان اللي نتلاقاو باش نخلقوا هذا التصور الجديد، هذا المجتمع تصور جديد في الدروج تاع العمارة. Nous n'avons que l'escalier. Nous n'avons pas d'espace jardin. Nous n'avons pas de bibliothèque, nous n'avons pas de place publique, nous avons moins de cimetières. Donc, les espaces, ce que j'appelais la présence de l'État dans les lieux de compromis. Les lieux de compromis. الإنسان خرج راه متقاعد يمشي يقرا الجريدة sur le jardin, جنينة, public. ولا يمشي على بيبليوتيك مونيسيبال ولا يمشي على بلاص بوبليك ولا يمشي يتلاقى ولا لا مير دو فامي تدي سون انفون قال نتوما كيفاش تطبخوا نتوما كيفاش دير الناس كي يعرفوا بعضهم بعض واش يقول لك تزيري ونحبها كثير هذا التعبير هذا المعنى يقول لك اللي ما عرفك خسرك
Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, il est votre adversaire. Donc nous devons faire attention à nos politiques urbaines, nous devons avoir des espaces de convivialité, nous devons avoir des espaces, non seulement la commune doit être une vraie représentativité, mais nous devons avoir des articulations pour que le corps n'ta'na, regardez le corps humain, il y a des cartilages, il y a des articulations. Nous devons institutionnellement créer des articulations pour évoluer. Ça, c'est des questions majeures d'intelligence. Le pragmatisme, c'est très bien, mais si on ne voit pas réellement, avec intelligence, nos problèmes, nos difficultés, si on ne les résout pas, nous avons eu déjà des difficultés majeures. Et nous allons, le plateau d'Ali Menjlifi, Constantine, je vous ai dit, l'essor urbain, c'est pas par hasard. La compétition foncière dans la vallée du Mzab, les compétitions foncières à Alger. Vous pouvez expliquer par tout ce que vous voulez, fantaisiste, mais aussi il y a une réalité rationnelle, scientifique. Voilà. Un vécu réel. Et oui, les groupes sociaux vont rentrer en... Et si vous n'avez pas créé l'articulation, et je préfère qu'ils se rentrent dedans, à l'intérieur de l'espace communal, qui est des vrais représentants, ومن بعد يخرجوا بحل احسن من اللي في الشارع الناس تتعامل بعنف باش تقضي مشاكل معقده مشاكل عويصه. C'est mise en garde, j'espère que les pouvoirs publics en tiendront compte. Je suis obligée de clôturer le forum d'aujourd'hui, M. Aïchoubi. Merci pour votre exposé. Merci pour toutes ces informations que vous avez bien voulu nous fournir. J'espère qu'on en tiendra compte. Et avant de clôturer, je tiens juste à souligner que pour la première fois, le forum d'El Moudjahid est retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Voilà, et sur sa page officielle El Moudjahid. Dans votre quartier. Oui, oui. Voilà, alors je rappelle. D'accord. Je m'excuse, allez-y. Non, non, donc je disais que, et je tiens à souligner que pour la première fois, le forum d'El Moudjahid est retransmis en direct sur les réseaux sociaux et sur la page officielle El Moudjahid. Voilà, merci pour votre attention. C'est moi qui vous remercie.